Merci à tous d'être venus ce soir. Si jamais vous ne m'entendez pas, faites-moi des petits signes parce que je ne sais pas jusqu'à quel point ma voix va porter. Donc, une tumeur et une papaye rentrent dans un bar. Je suis désolée, je n'ai pas la fin de la blague, donc si jamais les personnes sont juste venues là pour la blague, ne partez pas, j'ai quand même quelque chose de très intéressant à vous parler, c'est ma thèse. Donc moi je m'appelle Léa, je suis doctorante, je suis étudiante au doctorat et je travaille en immunothérapie des cancers. Je vois déjà des gens qui font des grands yeux là. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tous les mots qui sont compliqués pour vous. Puis si jamais au cours de ma présentation, vous êtes perdu, vous avez besoin de plus de renseignements, faites-moi signe et je vous expliquerai plus en détail. Je vais aussi m'amuser à faire les allers-retours, parce que je suis bien debout et puis j'ai pas de choses qui changent les diapos. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un cancer? Qui est-ce qui a une idée? Allez, faites pas vos timides, je suis sûre que vous avez tous une idée de qu'est-ce qu'un cancer. Et je veux pas les deux devant, là, qui sont scientifiques avec moi. Il y a personne qui a une petite idée? Non, vraiment? Oui? Les cancers des cellules qui sont plus normales, qui ont eu des... qui sont plus comme des d'habitude ou est-ce puis qui sont tellement proliférés, puis qui sont plus soumis sous les règles du corps. Effectivement, c'est une bonne réponse. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, ok. Donc, on va partir du tout début de l'histoire. Je pense que vous êtes tous au courant que nous, on est formés de cellules et que ces cellules vont avoir des fonctions différentes. Elles vont se regrouper entre elles selon leurs fonctions pour former des organes. Et puis, l'enchevêtrement de tous ces organes va former le corps humain ou en fait tout autre corps. Je vais peut-être rester de ce côté quand même, sinon... Oh, ben je veux bien si tu veux, merci. Puis vous êtes aussi au courant que nous, on va vieillir malheureusement, mais nos cellules également vont vieillir à une plus courte échelle que nous. Donc, lorsqu'une cellule va être trop vieille ou endommagée, elle va mourir, puis de nouvelles cellules vont être créées pour pouvoir la remplacer. Ça, c'est un état d'équilibre, c'est un système qui est tout à fait normal dans notre corps. Des cellules meurent et se créent tous les jours. Le problème du cancer, c'est qu'il va y avoir une accumulation de cellules. Elles ne vont plus mourir, elles vont se diviser en permanence. Et donc, en fait, ça va être des vieilles cellules qui vont se diviser et faire une nouvelle masse de cellules. Okay. Tous ces phénomènes, en fait, le fait de créer et de tuer des cellules, c'est quelque chose qui est régulé par différents mécanismes. Et le fait d'avoir un cancer, c'est pas du tout normal. Par contre, ce mécanisme de régulation, c'est quelque chose qui est très strict, qui est très bien contrôlé. Donc il y a 4 façons de donner à une cellule l'envie de se diviser ou d'arrêter sa division. La première, c'est que la cellule, elle va recevoir un signal de « c'est bon, t'es prête, vas-y, divise-toi » et elle va donner naissance à 2 cellules qui vont être identiques. Puis elle va recevoir ensuite un signal « stop », on a cette cellule nouvelle, arrête de te diviser. La deuxième façon de contrôler ce système, c'est une cellule, lorsqu'elle va se diviser, si jamais elle est trop serrée et puis qu'elle a un petit peu trop de cellules autour d'elle, elle va de toute façon arrêter de se diviser parce qu'elle sent qu'il n'y a plus assez de place dans l'espace pour continuer à avoir de nouvelles cellules. Puis le fait de créer des cellules ou la mort ou même ces 2 mécanismes de régulation sont contrôlés par quelque chose, par un manuel d'instruction. C'est comme, c'est vraiment un manuel d'instruction qu'on a tous à la base et qu'on va appeler l'ADN. Si jamais il y a un problème de régulation dans cet ADN, on a également un mécanisme qui va permettre de réparer ces défauts dans l'ADN. Puis, si jamais il n'y a aucun de ces mécanismes qui fonctionne, le dernier mécanisme, c'est que la cellule va s'autodétruire ou elle va envoyer des signaux aux cellules avoisinantes pour lui dire « détruis-moi, je suis mauvaise ». Donc, un cancer, ce n'est pas seulement une seule mutation. Sinon, on aurait tous trop facilement des cancers.
Pour obtenir un cancer, il va y avoir toute une succession de mutations. Tout d'abord, on va avoir les cellules qui vont se diviser normalement. Puis, à un moment donné, aléatoirement, une cellule va avoir une mutation. Ça pourrait être, par exemple, une mutation dans le système de réparation. Il est facile, dans ce cas, de comprendre que si on a une mutation dans le système de réparation, on va avoir d'autres cellules, on va avoir d'autres mutations qui vont s'accumuler puisqu'on n'a plus ce système de réparation. Puis, cette cellule-là, qui a une mutation, va forcément donner naissance à d'autres cellules qui auront cette même mutation. Puis, on n'a toujours pas de cancer, donc on continue notre vie. Puis là, on va pouvoir aléatoirement avoir une deuxième mutation. Par exemple, une mutation dans le signal stop. Les cellules ne reçoivent plus le signal stop et donc vont continuer à proliférer. Puis on va avoir une troisième mutation, puis une quatrième mutation. Et enfin, on va avoir tout un tas de mutations qui va donner naissance à une cellule tumorale. Cette cellule tumorale, elle est plus capable de recevoir les signaux stop de prolifération ou le signal d'apoptose « je me suicide ». Et puis elle continue à proliférer en permanence, avec toutes ces mutations-là. Et donc ça va donner naissance à tout un tas de cellules qui vont proliférer, qui ne vont plus mourir et qui ont des problèmes dans son fonctionnement. Donc pourquoi un cancer c'est dangereux? Tout simplement parce que si déjà vous avez un cancer dans un organe vital, comme le nom l'indique, l'organe il est vital. Donc on peut imaginer par exemple si vous avez un cancer du poumon et que vous avez une masse de cellules en plus qui va venir comprimer votre poumon, qui va venir comprimer vos cellules qui sont saines, les cellules saines ne vont plus pouvoir fonctionner. Donc en fait on a un problème dans la fonction de l'organe. Et donc si ça touche un organe vital, si le cancer n'est pas pris en charge, bien sûr ça va entraîner la mort. Si jamais c'est dans un organe non vital, le deuxième problème du cancer c'est que comme cette masse va grossir, les cellules ne vont plus avoir place et elles vont vouloir aller ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les métastases. Elles vont bouger dans d'autres organes. Et là, ce qui est dangereux, c'est qu'elles atteignent effectivement un organe vital. Donc là, maintenant, malheureusement, on a un cancer. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir son médecin, bien sûr. Puis on évite de regarder les sites internet qui nous disent tout et n'importe quoi. Puis là, notre médecin, il va nous dire, OK, il y a deux choix, il y a des thérapies. Donc là, je ne vais pas vous détailler toutes les thérapies, je vais vous parler des deux plus courantes, puis les deux générales que je pense tout le monde connaît. Donc tout d'abord, il y a les chimiothérapies. Qu'est-ce qu'une chimiothérapie? On va vous injecter un produit qui est chimique, qui va aller cibler toutes les cellules qui se divisent rapidement. Donc ça c'est bien parce que ça cible les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement. C'est à peu près tous les cancers, mais malheureusement il y a certains cancers qui, eux, ne se divisent pas rapidement. Donc déjà ceux-là, ils ne sont pas ciblés par les chimiothérapies. Mais le problème dans les chimiothérapies, c'est que ça ne fait pas la distinction entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Puis on a beaucoup de cellules saines qui se divisent rapidement, comme les cheveux, les cellules sanguines ou les cellules du système immunitaire. Donc c'est pour ça notamment qu'une personne qui est sous chimiothérapie, elle a souvent plus de cheveux, puis c'est quelqu'un qui est très fatigué, puis qui est sensible à tout plein de maladies. Donc là, la chimiothérapie, c'est vraiment la thérapie générale sur tout le corps. La deuxième thérapie courante, c'est la radiothérapie. Donc là, on va vous envoyer des rayons. C'est 3 rayons qu'on vous envoie au niveau du cancer. Donc chaque rayon, indépendamment, n'est pas très efficace, mais les 3 rayons, au point où ils se rencontrent, va détruire la cellule. Donc ça, c'est efficace quand on connaît le cancer, quand on sait à quel endroit il est, puis quand on y a accès. Après, donc effectivement, c'est plus précis que la chimiothérapie, mais ça reste quand même nocif pour les cellules avoisinantes. Donc ces deux thérapies, ça reste quand même des thérapies assez générales. Puis là, pour faire une petite analogie, imaginez-vous, vous êtes une cellule saine, tranquille dans votre vie, puis vous avez des cellules qui vont venir un petit peu vous embêter, là, pas des terroristes, mais des cellules un peu méchantes. Puis là, on vous propose 2 thérapies qui, en fait, va quand même tuer les cellules méchantes, mais également vous tuez vous, puis vos autres voisins qui sont quand même gentils. Donc là, vous dites, bon, c'est pas très très cool, j'aimerais quand même rester en vie, donc qu'est-ce qu'on pourrait me proposer comme thérapie? Et donc, effectivement aussi dans ces thérapies-là, donc je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez général, puis à long terme, il y a des risques de rechute, parce que ça ne forme pas notre système à reconnaître les cellules cancéreuses, donc il y a des risques de rechute, puis ça laisse des lésions dans les autres cellules, donc on a un risque de nouveau cancer. Et quelque chose d'autre qu'il faut également savoir, c'est qu'aujourd'hui,
on sait qu'à peu près chaque cancer est différent à chaque patient. Parce que, effectivement, comme je vous ai dit, il y a les mutations qui vont être aléatoires, mais il n'y a pas seulement les mutations qui sont impliquées dans le cancer, il y a tout plein d'autres facteurs, ce qui fait que chaque cancer est vraiment propre à chaque patient. Et on ne peut pas imaginer pouvoir créer une thérapie spécifique à chaque patient. Donc ça serait vraiment, vraiment cool si on avait quelque chose en nous qui était propre à nous, qui n'était pas nuisif pour les autres cellules. Mais est-ce qu'on a ça en nous? Oui, c'est notre système immunitaire. Donc pour vous parler un petit peu rapidement du système immunitaire, je ne vais pas vous exposer toutes les cellules qui existent dans le système immunitaire, mais seulement quelques-unes, puis les plus importantes pour mon sujet de recherche. Donc tout d'abord, il y a le système immunitaire inné. Ça, c'est un système immunitaire qu'on a dès notre naissance, que tout le monde a. Donc les premières cellules dont je vais vous parler, ce sont les cellules dendritiques que j'appellerai les DC. Donc ça, c'est un petit peu comme un chef de police. Il est un petit peu vieux, mais il a déjà vu beaucoup de gangsters, de petits voyous, là, donc il sait les reconnaître. Mais par contre, voilà, il est vieux, il n'a plus trop envie de leur courir après, ou il ne sait pas trop bien, la vue a un petit peu diminué, donc pour leur tirer dessus, là, il ne voit plus très bien. Mais par contre, lui, il est très très bon pour justement reconnaître le danger et puis donner les ordres aux autres, aux plus jeunes. Ensuite, là, on a les macrophages. Comme les cellules dendritiques, ils sont surtout dans les organes, donc on va appeler ça nos petites villes. Puis les macrophages, eux, là, c'est plutôt les petits gros qui sont tout le temps en train de manger. Puis effectivement, c'est ça le but du macrophage. Il va voir quelqu'un qui lui plaît pas, là, un étranger, il va le manger. Puis après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre sur lui des petites parties de l'étranger pour signaler aux autres cellules, « Hey, regarde, là, tu vois ce petit pied? Ça, si jamais tu vois un pied similaire, là, tu le neutralises, celui-là. » Je sais, comme ça, c'est un petit peu glauque, mais c'est ça, c'est pareil. Puis, enfin, au niveau aussi du système immunitaire inné, on a les natural killers. Eux, ils patrouillent dans le sang. Donc, si jamais vous avez un problème dans le sang, ils vont le reconnaître. Par contre, ça, c'est vraiment l'élite de la police. Si jamais il y a un problème dans l'organe, mais qu'ils n'ont pas de signaux des cellules dendritiques ou des macrophages, ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'organe. Donc, il faut vraiment le signal de l'organe. Mais par contre, ils sont très spécifiques. Et donc ensuite, on a le système immunitaire adaptatif. Celui-là, c'est celui que vous allez vous créer au cours du temps en rencontrant tout plein de pathogènes différents. Donc là, par contre, c'est vraiment l'armée. C'est les cellules qu'on va appeler lorsque la police n'arrive pas à contenir le problème. Et eux, ils sont surtout dans les bases militaires. Ils ne viennent jamais dans l'organe si on ne leur donne pas le signal. Et eux, par contre, ils sont extrêmement bons pour cibler la cellule qui est mauvaise et pas d'autres cellules. Donc là, c'est juste un petit schéma pour tout ce que je viens de dire. Donc, ici, on a juste le camp des recrues, donc c'est là où on va former les cellules T, et puis ici où on va former les cellules B, donc dans la moelle osseuse et puis dans le thymus. Et puis là, par exemple, ici, vous avez les petits avant-postes militaires. Donc les ganglions, par exemple, c'est ce que va vous palper votre médecin quand vous êtes malade. Vous en avez ici, puis sous les aisselles. Et puis la grosse base militaire, c'est surtout la rate. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une infection? Donc lorsqu'on a une infection, on va avoir nos cellules qui sont dans l'organe, donc les macrophages et les DC qui vont tirer l'alarme. Allô, allô, on a un problème, Houston. Et donc les NK et puis les cellules T vont recevoir ce signal. Ils vont avoir l'autorisation d'entrer dans l'organe et puis ils vont aller cibler les cellules spécifiques qu'on leur a dit de cibler. Donc là, par exemple, les macrophages et les DC, ils vont montrer justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit pied et puis les lymphocytes T, et ils vont être très spécifiques, ils vont faire « Ok, moi je reconnais ce pied, je le tue ». Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un petit cancer? Donc quand je parle petit cancer, c'est pas forcément la taille, c'est juste que qu'est-ce qui se passe lorsqu'un cancer commence à se créer? Là, on va avoir effectivement les macrophages et les DC qui vont faire « Ah, cette cellule, elle est un petit peu bizarre, mais ça reste quand même une cellule de mon corps. » Parce que le cancer, c'est ça le problème, c'est que ça reste une cellule de notre corps. Donc, ils ne vont pas tirer la sonnette d'alarme, et puis les NK et les cellules T vont rester dans leur base, ils ne vont pas venir dans l'organe. Et donc là, malheureusement, le cancer va grandir, 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 acquérir des mutations. Il va acquérir justement dans ces mutations des choses qui vont le cacher du système immunitaire, et puis lui, il va continuer à proliférer tranquillement.
Et donc là, à un moment donné, les cellules autour, elles vont être tellement serrées qui vont dire « Hey, hey, là, il y a quelqu'un qui me colle, là, police, police, viens, là, je suis pas contente, je suis trop serrée dans le métro, par exemple. » Puis là, justement, ils vont faire « Oh, mon Dieu, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte, mais il y a quelque chose qui va vraiment pas bien dans cette cellule. » Et donc là, ils vont appeler les NK et puis les cellules T, mais malheureusement, c'est trop tard, ils vont se faire déborder. Puis même quand ces cellules vont rentrer dans la tumeur, il va y avoir tout un tas de molécules qui vont dire « Non, non, calme-toi ». C'est justement ce qu'on va voir juste dans la diapo d'après. Donc là, voilà, on a ici notre cancer qui dit « Hey, hey, regarde, moi là, je suis une cellule qui vient de ton corps, je suis tout à fait correcte là, ne me mange pas, ne me tue pas. » Puis les autres cellules, surtout les macrophages là, parce qu'il existe plusieurs types de macrophages, et notamment les M2, je vais vous en parler un peu plus tard dans mon projet de thèse, qui eux vont plutôt aider la tumeur à se développer. Ils vont dire aux autres cellules « Hey, regarde, tout va bien là, cette cellule, il n'y a pas de souci, laisse-la tranquille. » Et donc eux deux là, sans signal, ils vont dire « Ok, bah, celle-là, je la laisse tranquille. » Donc on aurait besoin de quelque chose qui nous booste notre système immunitaire, qui mette nos cellules sous stéroïdes. Là, je suis super fort, je suis un guerrier, je vais tout défoncer. Et puis aussi qui mette en alarme notre système immunitaire, qui soit super attentif aux toutes petites choses. Attention, est-ce que quelque chose ne va pas? Mais au fait, là, où est-ce qu'elle est la papaye dans tout ce que je viens de vous parler? Ça va faire bien 10 minutes et on ne parle toujours pas de papaye. Donc pourquoi la papaye? Donc ici, ça c'est mon professeur, et puis ça c'est notre collaborateur qui travaille à Québec. Il y a à peu près une quinzaine d'années, ils se sont rencontrés à Zurich quand ils étaient en postdoctorat. Puis eux, ils travaillaient en immunologie. Puis ils se sont dit, tiens, si jamais on mettait un virus d'une autre espèce, par exemple un virus de plante, dans un mammifère, est-ce que ça activerait notre système immunitaire? Ils ont testé, puis ça a marché. Donc ils ont d'abord ils ont travaillé avec cette molécule pour des infections chroniques, parce que l'infection chronique et le cancer, au niveau du système immunitaire, ça a quand même de grosses similitudes, puisqu'on a un système immunitaire qui est fatigué. Mais dernièrement, on a voulu le tester en cancer, puis c'est ça qui est fun, ça marche. Donc, moi je travaille exactement sur le virus de la mosaïque de la papaye, que je vais appeler PAPMD. Donc ce virus, bien sûr, il n'infecte pas les humains, il n'infecte pas les animaux, il infecte uniquement la papaye. Et puis vous voyez ici, en fait, il infecte la feuille de la papaye et puis il crée une petite mosaïque. C'est ça qu'on appelle virus de la mosaïque de la papaye. Et donc, nous, en plus, notre molécule, on l'a un petit peu transformée. Donc elle ne va pas se développer, elle ne va pas se répliquer. Et de toute façon, elle n'infecte pas du tout les cellules de notre corps. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle est reconnue comme quelque chose d'étranger. Et donc, elle va activer le système immunitaire. Donc aussi, le système immunitaire, il faut savoir qu'à la surface des cellules, il va y avoir des petits récepteurs pour reconnaître un petit peu en quoi... Disons qu'il y a différentes voies du système immunitaire, puis il y a des petites molécules à la surface des cellules pour dire quelle est cette voie qu'il va falloir activer. Donc ce qu'on appelle les TLR. Merci. Puis tu peux tout mettre. Voilà. Et donc selon, c'est ça, nous selon si c'est un virus ou une bactérie, ça va être un système immunitaire différent. Et donc nous, dans le cas d'un virus, ça va être une réponse immunitaire antivirale, forcément. Et puis on va avoir surtout un système immunitaire précis, donc les lymphocytes T et les NK, mes super soldats élites. Donc ce qui a été montré par la doctorante juste avant moi, c'est que lorsqu'on injectait dans la tumeur du PAPMD, ce qui est ici les petits carrés, on avait un ralentissement de la croissance de la tumeur et une augmentation de la survie, ce qui est déjà très bien. Puis on avait aussi une augmentation du nombre de mes supercellules immunitaires qui rentrent dans la tumeur, avec mes supercellules, mes lymphocytes T, mes thyroïdes qui est augmentée, et une diminution des MDSC. Je ne vous en ai pas parlé des MDSC, c'est juste des cellules qui vont dire au système immunitaire, comme les macrophages, calme-toi, il n'y a rien de dangereux. Donc c'est super bien que ces cellules diminuent, moins on en a, plus notre système immunitaire va être actif. Donc moi je me suis... on
savait que le PAPMV marchait dans la tumeur, mais on ne sait pas comment il fonctionne. Et donc là, c'est mon rôle à moi de découvrir par quel mécanisme il fonctionne, parce que si jamais on veut utiliser quelque chose en thérapie, il faut connaître les mécanismes. Donc moi, je me suis intéressée un peu plus aux macrophages, parce que je vous ai dit, les macrophages, effectivement, dans un premier temps, ils sont bons, mais dans un second temps, ils sont plutôt « Hey, tout le monde, restez cool là ». Et donc nous, là, on sait que quand il y a beaucoup de macrophages dans une tumeur, généralement, c'est pas dans le pronostic. Donc j'ai montré récemment que lorsqu'on mettait du PAPMV, on avait une diminution des macrophages totaux, avec une petite diminution, c'est encore à travailler, mais une petite diminution des M2. Les M2, c'est justement eux qui disent « Hey, restez cool ». Mais par contre, on a un autre type de macrophages qui, eux, sont hyper en alerte. Et là, on a une augmentation de ces macrophages hyper en alerte. Donc ça, c'était dans un mélanome. Le mélanome, c'est un cancer de la peau. Puis j'ai voulu tester également dans d'autres types de cancers. Donc j'ai testé dans un cancer mammaire. Ici, on a toujours cette diminution, un ralentissement de la vitesse de croissance de la tumeur, avec une augmentation de nos cellules immunitaires super boostées et une augmentation de nos tireurs d'élite. Et puis, dans un troisième cancer, le cancer du côlon, on a toujours à peu près le même type, un ralentissement de la croissance de la tumeur, nos cellules super boostées, nos super tireurs d'élite, et puis nos cellules qui disent « Hey, reste cool », qui diminuent. Donc voilà, donc là je vous ai montré un petit peu l'étendue rapidement de mon travail. Je vous ai montré que ma molécule elle était super cool, puis j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. Merci Léa, c'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions, commentaires dans la salle? Oui. Donc, merci. Le système immunitaire est boosté. Est-ce que les FSCT pouvaient reconnaître quand même les cellules cancéreuses? Oui. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'immunothérapie. Et les plus connus, c'est surtout qu'on va prendre tes lymphocytes T ou tes cellules dendritiques, on va les cultiver à côté, puis on va leur montrer ce dont tu veux, ton petit antigène, là, qui va être reconnu par les cellules, ton petit pied, puis on va te les réinjecter. Puis là, ils vont effectivement reconnaître ce pied-là, puis ils vont tuer ta... Moi, là, mon PAPMV, ça prend beaucoup moins de temps parce que ça, extraire tes cellules, les éduquer, puis les réinjecter, ça prend du temps, puis c'est à peu près, je pense, 30 à 40% d'efficacité. Donc avec ma molécule, tu vas booster ton système immunitaire. Donc tes cellules, en fait, elles vont rentrer dans la tumeur parce que tu as une molécule étrangère, le PAPMV, mais à ce moment-là, elles vont dire « Hey, il y a autre chose là autour de moi qui va pas bien ». Puis elles vont être éduquées comme ça. D'autres questions? Oui. Peut-être que j'ai mal compris, mais comment on fait pour les inculquer, le virus de la papaye, dans les cellules? Je l'injecte directement dans la tumeur. Ok, tout simplement. Ouais, tout simplement. Ah. Puis bientôt, je vais essayer de l'injecter dans le système, dans le système sanguin pour que ça soit plus efficace, parce que malheureusement, en thérapie, là, c'est un petit peu dur d'injecter directement dans la tumeur, mais c'est ça. En gros, la technique, c'est injecter une molécule étrangère pour que le système immunitaire se dise à quelque chose qui va pas. Ouais. Donc, c'est ça, il disait en gros la technique c'est injecter une molécule étrangère pour que le système immunitaire s'active et reconnaisse qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement ça. Pourquoi simplement le virus de la papaye et pas n'importe quel virus? En fait, il y a d'autres virus qui sont déjà testés. Il y a le covirus, puis c'est chaque équipe un petit peu à ses différents virus. Donc nous, ils ont trouvé celui-là, puis c'est breveté, donc on est les seuls à travailler là-dessus. Mais c'est ça, tu essayes de trouver quelque chose qui ne va pas être néfaste pour toi, tu ne vas pas t'infecter avec n'importe quel virus, on ne va pas t'injecter VIH pour juste éliminer ton cancer, mais c'est ça. Un petit peu tout virus qui se réplique pas, puis qui est pas bon. Vous dites que vous allez l'injecter dans le sang par la suite. Vous n'avez pas peur que le virus soit neutralisé par les cellules immunitaires avant qu'il atteigne les cellules cancéreuses? En fait, actuellement, je l'ai déjà testé dans le sang, puis effectivement, j'ai pas un effet aussi prononcé que ça, parce que
le virus de le PAPMV, là, il va effectivement activer le système immunitaire, mais là, tout mon système immunitaire va être en arrière, mais il ne va pas savoir où cibler. Donc, bientôt, avec mon collaborateur là, qui est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner avec VSV. VSV, c'est un virus oncolytique. Donc, ces virus-là, ils ont la capacité de, si on les injecte dans le sang, reconnaître une tumeur, il va directement savoir où aller, il va aller détruire la tumeur. Le problème du virus oncolytique, c'est qu'il est rapidement pris en charge par le système immunitaire et donc on n'a pas une destruction totale de la tumeur. Donc en combinant les deux, on espère que notre virus oncolytique va montrer au PAPMV « Hey, c'est ici », puis que la PAPMV va dire au système immunitaire « Concentre-toi là, puis sois ici ». Oui. On voit dans tes graphiques qu'il y a une grosse variance dans les échantillons. Est-ce que du coup il y a des cas où il y a un effet négatif? Ouais, ça se voit là, directement sur mes résultats. Là, c'est le problème, c'est que la première expérience fait waouh, génial, ça marche. Puis ton n égale 2, là, la deuxième fois que tu vas, ça va dans l'autre sens. Puis tu es obligé de le faire pour avoir un échantillon assez important pour avoir quelque chose de réel et de significatif. Et du coup, la piste, c'est ce que tu disais, c'est combiné avec un autre virus pour essayer d'améliorer. Ouais. C'est ça. Je ne les ai pas montrés, mais la doctorante avant moi, elle avait déjà testé en combinant justement avec les décès où c'est des thérapies qui existent. Puis elle montrait que le fait de mettre PAPMV améliorait mieux encore, je vais parler français, améliorer ces thérapies qui étaient déjà actuelles. Donc au départ, on avait peut-être envie de l'utiliser comme un adjuvant, mais on voit aussi qu'il marche un peu tout seul, donc on essaye de faire en sorte que ça soit une thérapie. Oui. Un cancer, ça s'accompagne toujours d'une tumeur? Un cancer? Ouais. Oui. En fait, cancer, tumeur, là, c'est les mêmes dénominations. Cancer du sang, par exemple. C'est juste, ouais, c'est ça. Le cancer du sang, tu vas pas avoir une masse, mais tu vas avoir des cellules qui sont néfastes puis qui se développent rapidement. Moi, j'ai une question à $1 million. Tu me vois sûrement où je m'en vais. Vous planifiez faire des études cliniques sur des patients à quel moment? En fait, le PAPMV, ça fait déjà 2 ans qu'il est testé en clinique, en phase clinique de niveau 1. Donc pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, il y a plusieurs phases cliniques. Il y a la niveau 1 où on la teste sur des gens comme vous et moi qui n'avaient aucune maladie pour voir les effets secondaires, les effets néfastes. Puis après, on passe en phase clinique de niveau 2 où là, on le teste sur vraiment la maladie. Puis ça fait 2 ans qu'il est en phase clinique niveau 1. Il n'y a aucun effet néfaste, aucune suractivation du système immunitaire. Parce que c'est aussi le problème du système immunitaire. Par exemple, je ne vous ai pas parlé, mais il y a une cytokine qui est déjà utilisée dans le système immunitaire, c'est l'interféron. Puis, quand on l'utilise, quand on donne de l'interféron, effectivement, on diminue la tumeur. Mais le problème à long terme, c'est que cet interféron va augmenter les maladies autoréactives, les maladies auto-immunes, parce qu'on a une suractivation du système immunitaire, puis c'est le problème des maladies auto-immunes. Puis donc nous, on n'a pas cet effet-là, on n'a pas du tout, parce que le PAPMV est très vite pris en charge, puis si on ne réinjecte pas de PAPMV, le système immunitaire, il revient à la normale. Donc maintenant, on attend l'argent pour passer en phase clinique de niveau 2. Si jamais vous avez J'ai une autre question. Admettons, quelqu'un qui aurait un premier cancer qui serait traité avec le PAPMV et qui développerait un deuxième cancer par la suite, est-ce que ce serait possible de traiter encore avec le PAPMV ou si le système immunitaire serait un peu moins efficace? Déjà, le PAPMV, on ne souhaitait pas l'utiliser en première thérapie. Là, ce serait vraiment en thérapie de dernière chance pour les gens qui ont fait énormément de récidives puis qui ont pris le choix. Ensuite, la fille à la maîtrise qui était ici avec moi, effectivement, elle montre que si on injecte trop de PAPMV, il y a une tolérisation, mais tout dépend du timing, puis tout dépend de la dose injectée. Donc, oui. En fait, ça serait utilisé comme traitement initial, parce qu'une fois que le cancer est complètement développé, est-ce qu'il y a une efficacité? Il y a une efficacité. Alors, ce ne serait pas déjà un traitement initial, comme je disais, parce que ce serait vraiment un traitement de dernière instance. Puis, un autre résultat que je ne vous ai pas montré, c'est que PAPMV protège des métastases. Donc, effectivement, comme je dis, là, on va avoir nos lymphocytes T qui vont être super activés, puisque les lymphocytes T sont spécifiques à la tumeur. Donc, si jamais il y a une récidive, on a nos cellules en mémoire qui vont agir beaucoup plus rapidement.
que ce serait utilisable en combinaison avec d'autres traitements, si c'est possible? Oui, il a été testé, pareil, là, toujours avec les décès. Donc les décès, c'est des cellules d'un coup. On va vous sortir, on va les éduquer, puis on va les re-rentrer. Ou avec le PD1. Ça, c'est une molécule à la surface des cellules pour les contrer. Oui, ça prend combien de temps pour que le système immunitaire détecte le papillomatosis? Ça prend, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le système immunitaire va le détecter là en à peine quelques heures. Mais pour qu'il soit totalement contrôlé, 3 jours. Pourquoi en dernière instance? Parce que pour faire arriver une thérapie en première instance, sachant qu'il y a déjà des thérapies qui sont déjà bien connues, toutes les nouvelles thérapies, en cancérologie, là, on a beaucoup de personnes qui travaillent, on a beaucoup de thérapies à proposer, mais pour que ça arrive jusqu'à la sortie d'un médicament, c'est extrêmement compliqué. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que le virus puisse devenir nocif pour l'homme? Par exemple pour la grippe aviaire, où on pensait que ce n'était pas possible. Déjà, de base, le virus, là, il n'est pas du tout nocif. Puis nous, c'est un virus qu'on synthétise au laboratoire, puis on enlève tout ce qui pourrait être potentiellement dangereux. Donc, il n'y a absolument rien de dangereux dans ça. Tu vas pas être dans un film où tu vas avoir des zombies ou quoi que ce soit. D'autres questions? Non. Mais super, merci beaucoup, Léa. Pour te remercier, en fait, on t'offre un verre réutilisable avec un t-shirt. Puis, les chandails avec de séances comme ça. Si jamais il y a des gens qui aimeraient avoir les verres réutilisables, en fait, ils sont en vente au coût de $2. Ça fait partie des manières qu'on finance l'événement, qui est gratuit pour nous. Donc, on va faire une pause, environ 15 minutes.